Par un matin pluvieux de mars 1892, un jeune homme se rendait à Landivisio, en Bretagne. Il devait le lendemain rencontrer le marquis de Ker-Entrant, père de sa future épouse. Il avait rendez-vous pour négocier les termes du mariage avec la belle Jocelyne, rencontrée quelques mois auparavant à Paris et dont il était tombé éperdument amoureux. Arrivé à Landivisio, le jeune garçon fit une halte et décida de dîner dans la meilleure table d'hôte de la ville. À la fin de son repas, il demanda à l'aubergiste s'il pourrait trouver un moyen de transport pour se rendre le soir même à Ker-Entrant. Il avait très envie de dormir au plus près possible du manoir de sa fiancée. Il lui semblait que la nuit lui paraîtrait peut-être moins longue s'il était plus près d'elle. Mais lorsqu'il posa sa question, le tavernier blêmit et le regarda d'un air sombre. « Vous n'êtes pas breton, monsieur, lui dit-il. »« Non, en effet, répondit le jeune Parisien. »« Si vous l'étiez, monsieur, vous n'auriez pas posé cette question. Nous ne voyageons pas de nuit par chez nous. La nuit n'appartient pas aux vivants. » Sur ce, l'homme se ferma, silencieux comme une tombe, et toutes les discussions autour du jeune garçon s'éteignirent. Un silence de mort se fit. Mais le jeune garçon, peu enclin à croire aux superstitions celtiques, décida de prendre la route par lui-même. 20 kilomètres le séparaient de Ker-Entrant. Qu'à cela ne tienne, s'il le fallait, il les ferait à pied. Il prit son léger bagage et partit sur le chemin. Jocelyne lui avait dressé un plan très précis de l'endroit et il n'eut pas de mal à trouver sa route. Au bout de quelques lieues à marcher sous la pluie dans la nuit, le garçon entendit tout à coup un furieux crissement des cieux, précédé de bruits de sabots. Une charrette arrivait, tirée manifestement par des chevaux lancés à pleine vitesse. Leurs sabots n'étaient pas ferrés, et le bruit contre le pavé faisait penser à celui d'un énorme cœur de bois. Le garçon se mit en travers de la route et fit de grands gestes. Quelle aubaine, se dit-il, peut-être le charretier pourra-t-il s'arrêter et m'emmener jusqu'à Ker-Entrant, qui sait. Mais le chariot ne s'arrêta pas, il ne freina même pas. Il était lancé à toute vitesse et le garçon ne put que sauter dans le fossé pour lui échapper. Pourtant, quelques dizaines de mètres plus loin, le chariot pila net d'un seul coup. Alors le garçon courut à sa rencontre. C'était un chariot entièrement noir, tiré par 4 chevaux noirs et suivi par 2 chevaux noirs. À l'avant de la charrette, le charretier était un homme robuste, mais dont il ne pouvait pas distinguer le visage, car un grand chapeau de feutre masquait sa figure. 2 autres hommes se tenaient sur les chevaux à l'arrière. Il se mit à leur parler. « Je m'en vais à Ker-Entrant, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'emmener » Mais aucun des 3 hommes ne daigna même tourner le regard vers lui. Ils restaient figés, le regard droit devant eux, comme statufiés. Le garçon insista. Il expliqua, il devait se rendre chez sa bien-aimée, la belle Jocelyne. Mais les hommes ne proférèrent pas le moindre mot, n'esquissèrent pas le moindre geste. Cependant, le chariot ne redémarrant pas, le garçon décida de sauter à l'intérieur. À peine fut-il monté que le chariot repartit à toute vitesse. Le garçon était brinque-ballé dans tous les sens. Il n'avait jamais vu un véhicule aller aussi vite. Il se rendit bientôt compte dans la pénombre qu'il y avait là un corps. Un homme était allongé. Il ne pouvait pas distinguer son visage, mais secoué comme il l'était, il se cogna plusieurs fois contre lui et constata que le corps ne bougeait pas. Alors, la peur le prit. Peut-être cet homme était-il mort, peut-être ces charretiers étaient-ils des bandits. Il n'eut pas très longtemps à s'inquiéter, car bientôt la charrette s'arrêta. De nouveau, elle freina extrêmement brutalement, et le garçon se cogna violemment la tête contre un des montants de bois. Là, il regarda à l'extérieur, vit les 3 charretiers descendre, entrer dans une maison. Il y avait là un lit
avec une vieille femme allongée, la famille tout autour, le regard baissé, les mains jointes, certains pleuraient. Les hommes entrèrent dans la chambre, saisirent la femme par les épaules et par les pieds. Celle-ci se débattait et bientôt elle devint immobile. Ils l'amenèrent jusqu'à la charrette et la jetèrent à l'arrière comme un sac, entre le corps et le jeune homme. Et c'est alors que, ébahi, le garçon se rendit compte que là-bas dans le lit gisait le corps de la femme qui était en même temps à ses pieds dans la charrette. Et tout autour, toute la famille pleurait. Le garçon ne comprenait absolument pas ce qui se passait, mais à nouveau il n'eut pas tellement le temps de se questionner, car la charrette repartit à toute allure. Tout à coup, à un croisement, elle s'arrêta brutalement. Le charretier descendit, alla à la rencontre du jeune homme et lui dit « Vous m'avez demandé de vous emmener à quai rentrant, jeune homme. Je ne peux pas y aller dès aujourd'hui. J'y serai dans 2 jours, car alors la jeune marquise sera prête pour moi. Au revoir. » Le garçon descendit de la charrette, stupéfait, et les 3 cavaliers repartirent dans la nuit. Terrifié, le garçon alla frapper à la porte de la première maison sur son chemin. « Ouvrez-moi, ouvrez-moi, je vous en prie, ne me laissez pas seul à la nuit, s'il vous plaît. » Il était perdu, il était inquiet, il ne savait que penser de la curieuse aventure qu'il venait de vivre. Un homme ouvrit la porte, une chandelle à la main. « Que se passe-t-il ? » ?»« S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi entrer. Je dois me rendre au manoir de quai rentrant, mais il vient de m'arriver une aventure extraordinaire. » L'homme le laissa passer. Le jeune garçon s'assit à sa table. Sa femme était là, et il raconta son aventure au couple. La charrette, les cavaliers. Tout à coup, les 2 vieux Bretons devinrent pâles comme la mort. Et la femme lui dit « Jeune homme, vous êtes monté dans la charrette de l'Ankou. »« L'Ankou ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'Ankou ?»« L'Ankou, chez nous, jeune homme, c'est la mort. Vous êtes monté dans sa charrette. Les corps qui étaient à côté de vous sont les morts que le charroyeur est passé prendre. Et d'après ce que vous nous racontez, dans 2 jours, il viendra chercher Jocelyne de quai rentrant. »« Comment, mais cela n'est pas possible, enfin, Jocelyne est en pleine santé, je ne comprends pas, dit le jeune homme. Et je l'ai bien vu, ce charretier, enfin, il n'avait pas l'air cadavérique du tout, c'était un bel homme, robuste. » Hélas, oui, il doit s'agir d'Hervé, Hervé Le Guen, il est mort l'année dernière. Sachez, jeune homme, que l'Ankou change de visage tous les ans. Chaque année, il est incarné par le dernier défunt de l'année passée. Hervé Le Guen est mort le dernier jour du mois de décembre. C'est donc lui l'Ankou pour toute cette année. Mais ce n'est pas possible, enfin, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et hélas, jeune homme, préparez-vous, la belle Jocelyne partira dans 2 jours. Le garçon se coucha, évidemment, ne put trouver le sommeil, tout inquiet qu'il était à la perspective de perdre Jocelyne. Le lendemain, à la première heure, il se leva et se rendit au manoir du marquis de quai rentrant. Il était encore tout retourné de son aventure, mais le jour levé, cela lui semblait de plus en plus irréel, il ne pouvait pas y croire. Quand il arriva, Jocelyne lui sauta au cou. Elle était rayonnante, en pleine santé, ses belles joues roses le rassurèrent. Malgré tout, la journée passant, il ne put s'empêcher de retourner et retourner cette histoire dans sa tête. Eh bien, se dit-il, soit, je n'ai qu'à emmener Jocelyne à Paris. Après tout, j'ai 2 jours pour agir. Et puis cet Ankou-là, eh bien, il n'agit que dans le Finistère, que dans ce canton du Finistère. À Paris, il ne nous retrouvera pas, ce n'est qu'une vieille superstition bretonne. Il n'y a pas d'Ankou chez nous. Je vais emmener Jocelyne chez moi. Il résolut donc de demander à ses parents de pouvoir emmener Jocelyne pour la présenter à sa mère qui, dit-il, était très impatiente de la connaître. Le marquis fut d'abord très réticent et voulut remettre le jeune homme à sa place, mais
La mère de Jocelyne, qui connaissait le cœur des mères, pensa à celle du jeune homme et lui dit « Allons, je vous en prie, je sens bien que vous êtes pressé, mais c'est la fougue de la jeunesse. Vous pourrez partir dès demain matin. Nous vous apprêterons une calèche. » Le lendemain, moitié heureux, moitié inquiet, le jeune homme et Jocelyne montèrent dans la calèche, en direction de Paris. Le temps était ensoleillé, et plus il s'éloignait de la Bretagne, et plus le jeune homme reprenait courage. Arrivé chez lui, il alla s'adresser à un de ses vieux amis. Il lui raconta une histoire selon laquelle il aurait rencontré une jeune femme, mais qu'il entretenait avec elle une relation adultère, et que si son mari venait à les surprendre, certainement il ne manquerait pas de le convoquer en duel. Enfin, il lui raconta l'histoire tant et si bien ficelée, que son ami lui donna la clé d'un immeuble très discret situé sur l'île Saint-Louis. Cet immeuble est complètement secret, dit-il au jeune homme. Chaque porte, chaque fenêtre se confond en parfait trompe-l'œil avec le mur dans lequel elle est percée. Impossible de savoir qu'il y a une habitation ici. Tu seras dans la plus parfaite sécurité. Rasséréné, le jeune homme emmena bien vivement Jocelyne jusqu'à l'île Saint-Louis. La nuit tombait. Il ne restait plus que quelques heures avant que le deuxième jour s'achève. Et il savait que s'il atteignait le lendemain matin, alors Jocelyne serait définitivement sauvée. Plein d'espoir, il grimpa 4 à 4 et monta tout en haut du dernier étage de l'immeuble secret de l'île Saint-Louis, en tirant Jocelyne derrière elle, qui ne comprenait pas du tout son empressement. Mais il ne voulait rien lui dire, car il ne voulait pas l'inquiéter. Il décida de ne pas allumer la lumière pour ne pas attirer l'attention. Dans le noir à tâtons, il chercha la porte, qui était effectivement parfaitement dissimulée dans le mur. Il trouva enfin la serrure, il glissa la clé, la tourna, entra, et à tâtons trouva un canapé où il s'installa avec Jocelyne. Enfin, il la prit dans ses bras, et se mit à respirer plus librement. Toute cette histoire d'encou était derrière eux, c'était sûr maintenant, il en était convaincu. Dans quelques heures, le chant du coq, et il serait sauvé. Le temps passa, égrené par les battements de l'horloge. On n'entendait rien d'autre dans la nuit que leurs deux souffles amoureux. Mais tout à coup, au loin, il entendit les crissements d'un essieu, les sabots de chevaux lancés à toute allure. Et ces sabots, sur les pavés de Paris, ressemblaient au bruit d'un énorme cœur de bois creux. C'est pas possible. C'était l'Ankou, il était là. Il les avait suivis jusqu'ici, à Paris. Ce n'est pas possible. Le jeune homme se redressa, et d'un coup, il saisit Jocelyne et lui dit « Vite, vite, il faut te cacher !» Jocelyne se mit à paniquer, elle ne comprenait pas du tout. Elle était déjà très inquiète d'être dans cette ambiance, dans cette obscurité, de rester là, dans les bras de son amoureux, et tout à coup, le voilà tellement effrayé. Mais que se passe-t-il, que se passe-t-il ? Chut, tais-toi, tais-toi. Le garçon ne voulait pas allumer la lumière, il cherchait à tâtons une issue, n'importe quoi, quelque chose où il pourrait la cacher. Tout à coup, ses mains rencontrèrent les battants d'un placard haut. Alors il les ouvrit d'un grand geste, et il poussa Jocelyne, qui résistait. D'une secousse, il la poussa et referma les deux battants. Enfin, ça y est. Le chariot s'arrêta. Plus de bruit sur les pavés. Il attendit quelques secondes, et puis l'entendit repartir. Ça y est. Le bruit des sabots s'éloignait. Le crissement des essieux était loin maintenant. Il était parti. L'Ankou était parti. Enfin, il avait réussi. « Jocelyne, nous sommes sauvés, tu es sauvée. C'est terminé, mon amour. » Alors, le jeune homme entr'ouvrit les deux battants. Il lança sa main, pensant trouver le corps de sa bien-aimée, mais ne rencontra que le vide. Ne comprenant pas, il craqua une allumette. Et c'est alors qu'il découvrit l'ouverture de la grande fenêtre par laquelle il venait de précipiter sa bien-aimée.